Je pense que cette proximité, elle passe d'abord par de l'animation. Alors, je te parlais, par exemple, des parcours d'intégration. Je pense que ça, c'est important d'être proche des gens dans leur début de carrière, dans leur début de fonction. Il faut vraiment les accompagner. Ensuite, il faut aussi créer des moments de partage. Je te parlais au début du podcast de cette convention qu'on a fait avec tous les collaborateurs. On fait ça une fois par an, réunir tout le monde. On fait une très belle fête de fin d'année dans laquelle on réunit aussi tout le monde, etc. Donc, c'est créer aussi les rencontres, hein, les lieux. Je pense que la proximité, ça passe par des choses très simples, qui est de se côtoyer, de se rencontrer. Donc, il faut créer ces occasions-là. Avec le télétravail, on sait que justement, il faut encore être beaucoup plus attentif à ces moments de rencontre, à ces lieux de rencontre. Bonjour et bienvenue dans le podcast Résonance, le podcast de l'expérience collaborateur. Je reçois aujourd'hui Sébastien Chellet. Bonjour Sébastien. Bonjour Sarah. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est un plaisir. Partagé, tu le sais. Je vais lire un petit peu ta bio pour que les gens se connectent déjà un petit peu à toi. Et en plus, j'étais très touchée quand je l'ai reçue. J'ai trouvé qu'elle était très, très touchante. Donc, je me fais un plaisir de la lire. Donc, tu as 55 ans. Tu es né en région parisienne dans une famille de commerçants plutôt débordés et imprégné par une culture du travail intense, du gagner sa vie, sans compter ni son temps, ni ses efforts. Très jeune, j'étais surprise, vers l'âge de 13 ans, tu quittes le foyer familial pour une pension. Alors, pas pour des questions de discipline, tu avais l'air d'être un garçon déjà assez sérieux, ou mauvais résultats scolaires, pas du tout, tu as toujours été plutôt bon élève, mais plutôt par désir d'indépendance. C'est ça que j'ai lu. Mais finalement, ça n'a pas eu l'effet escompté en termes d'accélérateur de carrière, si je comprends, par rapport à ton parcours, parce que tu as trouvé finalement les années collège, lycée, études supérieures plutôt longues, lentes et plutôt ennuyeuses. Tout à fait. Et dès ton plus jeune âge, on te décrivait comme indépendant et responsable. Je te reconnais bien. Après des études de finance que tu juges aussi peu passionnantes et une année sous les drapeaux, ça se dit encore, sous les drapeaux. Ça se disait. Ouais, c'est ça, marquée par la nostalgie de la camaraderie et le plaisir de jouer au rugby pour le régiment, tu débutes ta carrière dans l'audit, donc très sérieux. Là, tu y rencontres un patron très humain qui détecte tout de suite chez toi à la fois ton ambition et ta frustration de ne pas pouvoir animer tes équipes. Et du coup, à 27 ans, grand saut, tu prends ton premier véritable poste de manager en tant que responsable de financier au sein d'un célèbre groupe de fast-food, dont nous tairons le nom, et tu encadrais déjà une trentaine de personnes. Et là, tu découvres les défis de la gestion intermédiaire pris en sandwich, c'est le cas de le dire, entre les N+1, les N+2 et tes équipes. Et tu apprends les codes des grands groupes avec leurs forces et leurs faiblesses, notamment sur le plan humain. Donc, engagement, motivation, compétence, mais aussi jalousie, hypocrisie et incompétence. Chacun en prend pour son grade. Tu te forges une carapace du coup un peu plus épaisse et ces expériences, bien que difficiles finalement, sont quand même exactement ce que tu recherchais. Et après plusieurs rôles de manager dans diverses activités, dans des secteurs industriels, tu es recruté au sein du groupement Leclerc, donc il y a 25 ans. C'était hier. Et à l'époque, la coopérative comptait 90 salariés et aujourd'hui, vous êtes plus d'1 millier. Donc, dès le début, tu sens que c'est ta place. Que tu vas t'épanouir dans cette entreprise. Tu vas un petit peu nous en parler après et tu as envie de faire une réelle différence dans cette place. Et on te confie régulièrement de nouvelles responsabilités, mais aussi des mises à l'épreuve. Du coup, ce parcours, ça n'a pas été un long fleuve tranquille, mais tu as tenu bon, tu t'es accroché et tu as repris plusieurs fois tes études en soirée et les week-ends, donc hors temps de travail. Quel courage! Avec un master en droit des affaires à Paris Assas et un MBA à l'ESSEC. Non, mais toi, tu es juste improbable. Et voilà, tu as toujours cherché à apprendre, à t'améliorer et à t'entourer des meilleurs. Absolument. Donc, tu as su construire finalement et diriger des équipes dans un esprit camaraderie que tu avais perdu et que tu as cherché à retrouver, avec une exigence professionnelle quand même forte et un respect de l'humain. Tu crois profondément en l'art de combiner justement un projet collectif et des aspirations personnelles pour diriger une organisation de manière à la fois dynamique et positive. Et tu t'attaches à créer une culture de la confiance pour une performance durable, écologique, et encourager l'audace pour favoriser l'innovation, reconnaître le soutien et la coopération, et donner à chacun des raisons d'être fier du travail accompli.
Et dans ton rôle de directeur général aujourd'hui, tu te compares à un explorateur. J'ai beaucoup aimé. Des jumelles pour anticiper, une boussole pour ne jamais dévier du cap et des bottes de campagne pour garder les pieds bien ancrés dans le sol et une baguette de chef d'orchestre pour l'harmonie et une épée pour trancher quand il le faut. J'ai beaucoup aimé. Et ton secret, parce que tu en as un quand même, le soutien indéfectible de ta famille, qui est pour toi un refuge, un moteur essentiel, et le sport, qui est une discipline que tu pratiques notamment pour cultiver le goût de l'effort. Ça, je pense qu'on voit bien de qui il s'agit. Mais aussi prendre du recul et rester en phase avec toi-même. Tout à fait. Merci pour ce partage authentique. Que j'avais trouvé très touchant. Comment nous, on se connaît, il se trouve qu'on est voisins. Bah oui. Alors, on se croise assez peu dans notre immeuble, parce qu'on ne doit pas avoir les mêmes horaires. Voilà. Mais en tout cas, on court tous les deux. On se croise. On se croise et parfois, on pourrait faire des relais. Tout à fait. Et il se trouve que un soir, je t'ai croisé, moi je revenais, et toi tu partais courir. Ouais. Et puis, on a commencé à se donner comment ça va. Et puis, un coup, j'ai dit, tiens, j'anime un podcast, est-ce que tu voudrais bien venir, un peu comme ça, out of the blue. Ouais. Et voilà, et tu m'as dit, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et voilà comment on en arrive là aujourd'hui. Très simplement, exactement. Je vais te proposer un des rituels du podcast, c'est de tirer une question mystère. Alors, je ne sais pas si une couleur particulière t'attire. Quelle couleur? Je vais prendre une couleur Leclerc, je vais prendre le orange. Tellement corporate. Ah oui, j'ai pas le droit de la lire, c'est toi qui... Ah, t'as pas le droit. Tu pourrais, mais tu pourrais la transformer si elle ne te plaît pas. Ouais. Donc, parle-moi de la dernière chose qui t'a fait sourire. La dernière chose qui m'a fait sourire, pas plus tard qu'hier. Hier midi, on faisait un pot. Puisqu'il y a 10 jours, j'ai animé une convention avec tous les collaborateurs du GALEC. Je t'expliquerai après ce que c'est que le GALEC. Et c'était très sympa de faire ce déjeuner après cette convention, puisque pendant cette convention, j'aime bien mettre en valeur les collaborateurs. Donc, ils étaient une petite trentaine à avoir beaucoup travaillé avant pour pouvoir tenir ce rôle de présentation devant tous leurs collègues, 1000 personnes. Donc, c'était un vrai challenge pour eux. Je sais qu'au début, quand je les ai sollicités, ils ont trouvé que c'était pas forcément un cadeau. Et puis, à force de répétition, de s'entraîner, etc., en fait, ils ont été très, très heureux de faire ça, de construire ça ensemble avec l'équipe de direction. Et hier, c'était très sympa de les voir ravis d'avoir fait ça. Et donc, ça me faisait sourire de retracer avec eux toute cette histoire qu'on a bâtie ensemble entre le moment où je les ai sollicités, le moment où ils ont beaucoup travaillé, beaucoup été coachés pour tenir ce rôle. Et puis la réussite le jour même de se présenter, de partager leurs expériences avec l'ensemble de l'entreprise. Voilà. Donc c'était très sympa. Super, merci pour ça. Oui, peut-être préciser, parce que voilà, on a dit Leclerc, voilà, oui. Pour savoir un peu par rapport à Leclerc, comment toi tu te situes, comment ton groupement se situe, peut-être que les gens comprennent. Oui, alors Leclerc, c'est une organisation un peu particulière. C'est un mouvement d'indépendants. Donc chaque magasin est exploité par un propriétaire. Et chaque site commercial Leclerc est donc dirigé par un chef d'entreprise qui assume son rôle de chef d'entreprise, son risque d'exploitation. Et tous ces adhérents, c'est comme ça qu'on les appelle, se sont regroupés dans une coopérative nationale qui s'appelle le groupement Leclerc, que je dirige. Qui est le GALEC, c'est ça? Qui est le GALEC, absolument. Et d'ailleurs, c'est intéressant d'avoir cette vision-là, parce que c'est une coopérative, et donc on est très attaché justement à cette idée de coopération, c'est-à-dire de construire des choses ensemble. Et cette coopérative, elle est composée de deux populations, des collaborateurs, salariés, donc un petit millier de personnes, et puis des adhérents, c'est-à-dire des exploitants de magasins qui viennent travailler avec nous toutes les semaines dans des fonctions. On appelle ça d'ailleurs un travail en binôme. On partage des responsabilités, on partage des fonctions. Alors, c'est des fonctions d'entreprise très classiques. Ça va du marketing, de l'achat, de la communication, de la qualité, enfin, toutes les grandes fonctions commerciales. Et l'objectif de cette coopérative, c'est de bâtir
les moyens de la performance commerciale de ses adhérents, leur donner les moyens de leur performance, c'est-à-dire bien acheter des produits, leur proposer des assortiments, leur proposer des opérations commerciales, leur proposer des leviers marketing, des leviers de communication pour, une fois de plus, être performants. Voilà un petit peu l'organisation. Et ce que je trouve, en tout cas sur le plan humain, très intéressant et très original, et c'est d'ailleurs ce que je partage souvent avec les nouveaux collaborateurs, c'est de leur dire que quel que soit le temps qu'ils passeront dans l'entreprise, en fait, ils ont une chance, une opportunité d'être dans une organisation très originale, qui est celle de partager un quotidien avec des chefs d'entreprise, et donc d'avoir l'opportunité, au-delà de leur métier, de partager ce que c'est que le quotidien d'un chef d'entreprise qui doit assumer plusieurs centaines de salariés, une responsabilité locale, des investissements, des plans à long terme. Et donc, c'est une expérience enrichissante, intéressante, originale et complètement différente de ce qu'ils pourront vivre peut-être dans la suite de leur carrière. Vous êtes à peu près 1 million en tant que salarié, et les indépendants les adhérents dont tu parles, ça combien représente 614 adhérents, 600 adhérents. Et chaque adhérent exploite un hypermarché ou plusieurs hypermarchés, un drive, et puis aussi des concepts commerciaux non alimentaires comme des centres auto, des agences de voyage, des magasins de bricolage, des espaces culturels. D'accord. Là, je peux te faire toute la panoplie de Leclerc si tu veux, et on peut y passer Leclerc, pas mal de temps. Tout le monde connaît bien. Donc là, on va passer du coup à l'expérience collaborateur, mais tu en as un petit peu parlé finalement quand tu dis aux nouveaux arrivants, voilà, ce que vous allez vivre, c'est quelque chose dans une organisation un petit peu originale. Toi, ta définition de l'expérience collaborateur? Alors, quand tu m'as proposé de participer à ce podcast, justement, j'ai un peu réfléchi à cette question. Et j'ai fait un peu un parallèle, si tu veux, avec la pyramide de Maslow. Si tu vois forcément ce dont je parle. Ouais. Entre, effectivement, les besoins un peu primaires, les besoins de sécurité, les besoins d'appartenance, d'estime de soi, et aussi d'épanouissement. Et en fait, c'est un petit peu à ça qu'on essaie de répondre dans notre approche d'expérience collaborateur. C'est d'essayer de couvrir tous ces besoins en sachant que ce qui fait la différence, c'est quand même, quand on arrive en haut de la pyramide, c'est cette capacité pour les gens de se réaliser, d'avoir de l'estime de leur travail, de s'épanouir. Et c'est important parce qu'effectivement, on est dans une compétition. J'ai des concurrents aussi. Toutes les marques employeurs sont concurrentes avec moi. Et donc, si on veut attirer les meilleurs, si on veut les garder, il faut leur proposer, dans cette pyramide de Maslow, de monter le plus haut possible pour faire en sorte qu'ils s'épanouissent. Donc, c'est un peu ça, moi, ma vision de l'expérience. Alors après, ça se traduit par des choses qui sont assez simples. C'est par exemple, ça paraît simple, mais quand je discute avec les nouveaux collaborateurs, parce que je les rencontre tous, il y a des séquences d'intégration. Et alors souvent, je leur pose souvent la question, qu'est-ce qui vous a marqué quand vous êtes arrivé? Et souvent, ils me citent les premières marches de la pyramide de Maslow. Ils trouvent que la restauration est bonne. Et c'est important, la restauration. Oui. Ils trouvent que l'accès gratuit à une salle de sport et à des séances de sport, c'est un super avantage parce que justement, ils ont pu à se payer la salle de sport, etc. Et donc, ils disent, ça c'est génial, ça fait qu'on a envie de venir, etc. C'est des choses comme le fait d'avoir mis un drive pour faire les courses dans le parking. Ça. Moi, j'y tenais beaucoup. Alors, j'y tenais au départ parce que je me disais quand même, je préfère que les gens fassent leurs courses chez Leclerc quand ils sont au siège plutôt qu'ils aillent dans une enseigne concurrente juste à côté du siège, parce que ça m'agaçait beaucoup de croiser des gens dans l'ascenseur ou à côté de chez eux avec des sacs de concurrents. Et en fait, on a réussi à faire ça, mais aussi, c'était intéressant. Ça me faisait rire beaucoup quand je croisais certaines collaboratrices dans l'ascenseur qui me disaient c'est génial d'avoir le drive dans le parking parce que j'ai pu aller faire le course le samedi, ça me fait gagner un temps fou. Et, oui. Voilà. Donc, pour moi, voilà, ça fait partie un petit peu
de l'environnement de travail, hein, dire voilà, il y a des choses de base qui sont assumées. Et puis ensuite, c'est évidemment l'expérience collaborateur, c'est aussi des choses comme la rémunération, comme les avantages, comme l'intérêt professionnel. Donc voilà un petit peu ce que toi, tu es rentré il y a quelques années, hein, on a dit à peu près 25 ans chez Leclerc. Tu as été séduit, tu m'as dit, hein, par vraiment la culture d'entreprise avec des piliers forts que tu as senti tout de suite parce que tu as dit je sens que je vais être à ma place. Tu l'as senti tout de suite. C'est quoi ces piliers en fait et surtout comment tu arrives à transmettre au fil des années cette culture au quotidien. Comment ça arrive à perdurer ce qui, toi, t'a beaucoup plu quand t'es arrivé, comment t'arrives à le transmettre encore aujourd'hui, peut-être à travers le management ou les actions RH, je sais pas. Oui. Alors, c'est vrai que c'est très curieux parce que mes premiers contacts avec Leclerc, j'ai tout de suite senti que c'était quelque chose qui me correspondait, je pense pour des raisons assez simples, mais qui existent toujours aujourd'hui. La première, c'est que moi, je voulais travailler pour des gens que je pouvais côtoyer. Voilà. Tu l'as dit, j'ai travaillé dans des groupes intégrés, cotés, etc. Et j'avais beaucoup de mal à me motiver pour servir des actionnaires que je ne connaissais pas, que je ne voyais pas. Voilà. Donc moi, j'avais envie de travailler pour des gens que je côtoyais. Et donc, quand j'ai rencontré Leclerc et ce système d'adhérence, ce système de binôme, moi, ça me plaisait beaucoup de connaître les gens pour qui je travaille. Voilà. Et puis de les côtoyer, d'échanger avec eux. Donc ça, c'était la première chose. La seconde, c'était d'être utile. Il y a 25 ans, mais même avant, je voulais être utile, servir. Mon pays accessoirement, mais en tout cas avoir une utilité sociale au-delà de gagner ma vie. Voilà. Et quand j'ai croisé l'enseigne Leclerc, j'ai tout de suite été très séduit par le discours, et qui n'était pas qu'un discours, et qui n'était pas un discours de recherche de bénéfices absolus, de recherche de profit, etc., mais qui était très orienté consumériste, défense du pouvoir d'achat, être du côté des clients, leur donner accès à des offres. Chez Leclerc, on parle beaucoup de combat Leclerc, c'est-à-dire de s'inscrire dans cette histoire où on a souhaité supprimer les intermédiaires, supprimer les grossistes, permettre aux gens d'accéder à une consommation avec leurs moyens, voilà, en se battant pour les prix bas. Donc ça, moi, ça m'a parlé, parce que je donnais du sens à ce que je faisais. Et puis, troisième point important pour moi, mais ça fait aussi partie de notre culture, c'est de s'intéresser plus à ce que sont les gens qu'à leur diplôme, qu'à leur parcours. Voilà. Moi, j'avais envie d'être reconnu pour ce que j'étais, pas pour mes diplômes, pas pour ce que j'avais forcément ce que j'avais fait auparavant, mais parce que j'avais envie de faire, pour ce que j'avais envie de faire. Et donc, si tu veux, ça, c'était... Alors, c'est drôle, parce que d'ailleurs, dans les premiers entretiens que j'ai passés chez Leclerc, avec un président de l'époque que j'aime beaucoup, mais une de ses premières phrases avait été dit « Vous ne ferez jamais carrière chez nous, parce que c'est pas vos diplômes qui nous intéressent, etc. Voilà. Mais vous pouvez venir si vous voulez quand même. » Voilà. Et donc j'avais renoncé, et puis le directeur général de l'époque m'avait rappelé pour me dire « Venez quand même, parce que vous allez voir, c'est quand même intéressant, ce que j'ai fait. » Et effectivement, c'était ça qui me plaisait beaucoup, quoi. C'était cette idée que on donne la chance aux gens sans forcément se préoccuper encore une fois, de leur parcours forcément académique, etc. Pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils ont envie de faire, pour leurs ambitions. Et donc ça m'a beaucoup parlé. Et ces trois aspects-là, si tu veux, c'est ce qui irrigue beaucoup la culture d'entreprise. Et c'est très inspiré justement de cette culture entrepreneuriale. Pour être entrepreneur, créateur d'entreprise, chef d'entreprise, il faut être assez audacieux, assez pionnier. Et c'est ce qu'on essaie d'entretenir dans le management au quotidien. Voilà. Moi, j'ai une petite question, c'est que quand même, toi, tu as repris des études
avec quand même dans des endroits voilà, d'un certain niveau. Ouais. Du coup, c'était une volonté personnelle ou quand même ton organisation parce que du coup, tu dis les diplômes ne sont pas très importants et en même temps, au cours de ta carrière, tu as quand même, repris des études. Et donc, la question que je me posais, c'est est-ce que tu l'as fait parce que toi, tu avais de toute façon envie d'apprendre et que c'était des sujets qui t'intéressaient, ou est-ce que quand même ton organisation, bien que les diplômes ne soient pas si importants, à un moment, peut-être que pour arriver à certaines fonctions, dont directeur général, est-ce que quand même... il y avait des recommandations. Oui. Alors, je force un peu le trait en disant que les diplômes ne sont pas importants. Évidemment que c'est important d'être formé, de connaître son métier, d'avoir des expériences, etc. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en reprenant des études, d'abord, il faut avoir aussi conscience de ce qu'on veut faire et de ses capacités. Et j'avais certaines ambitions. Et donc, j'ai assez vite compris qu'il me manquait un certain nombre de cordes à mon arc pour être tout à fait à l'aise, pour être compétent, pour pouvoir appréhender d'autres fonctions plus larges, plus différentes. Donc je l'ai fait pour ça, puis je l'ai fait aussi très clairement pour le goût d'apprendre. Alors je l'ai fait dans le cadre d'études parce que j'ai voulu faire comme ça, mais je pense que ça c'est aussi un état d'esprit, c'est-à-dire que reprendre un cycle de formation pour quelqu'un qui souhaite le faire, c'est aussi faire preuve d'entrepreneuriat, c'est entreprendre quelque chose par soi-même, se donner les moyens de réussir, avoir le goût de l'effort pour y arriver parce que c'est pas facile. Et donc, si tu veux, ça participe de cette dynamique-là. Voilà. Et je pense que c'est aussi quelque chose que j'essaie d'influer dans la culture d'entreprise, c'est que les collaborateurs, certes, on leur propose, on leur donne des missions, on leur donne une vision, on leur donne des fonctions, mais il faut aussi que chacun dans l'entreprise se mette en mouvement et se dise tiens, moi aujourd'hui qu'est-ce que je peux faire pour l'entreprise, quoi. Est-ce que je dois me former davantage, est-ce que je dois m'informer, est-ce que je dois proposer des choses. Donc c'est de se mettre en mouvement. Et d'ailleurs nous, ça fait aussi partie de notre vocable. On se désigne beaucoup en mouvement Leclerc. Voilà. L'idée, c'est d'être en dynamique. Voilà. Il y a quelque chose, j'entends quelque chose autour de la réciprocité. C'est-à-dire, vous réfléchissez aussi beaucoup à qu'est-ce que vous pouvez faire pour les collaborateurs. Tu en as un petit peu parlé, pour améliorer leur quotidien, leur faciliter la vie et tout ça. Et en même temps, dans un élan de réciprocité, vous aussi, finalement, qu'est-ce que vous pouvez faire aussi pour l'entreprise, bien sûr, votre travail, mais peut-être même dans un esprit entrepreneurial, qu'est-ce que vous pouvez proposer, impulser de différents, peut-être qui n'existent pas. Donc, c'est ça que je ressens. Bien sûr. Il y a une moyenne d'ancienneté de 6 ans à peu près, tu m'as dit. Ouais. C'est pas très important. Ok. Mais bon, par rapport à d'autres secteurs, il y a des endroits où c'est quand même beaucoup plus bas encore. Oui. Notamment avec les jeunes générations, sans stigmatiser, mais qui ont besoin de changement, qui ont besoin de mouvement, qui se lassent peut-être plus vite, je ne sais pas. En tout cas, moi je trouve que c'est assez respectable malgré tout, 6 ans. Comment tu fais toi pour ton organisation justement pour préserver la culture entreprise, tu l'as dit, mais du coup ce sentiment peut-être d'appartenance qui fait qu'on reste quand même relativement longtemps chez Leclerc. Alors c'est vrai qu'au siège on a des entre guillemets au galet qui peut s'apparenter à un siège social, même si pour nous dans notre approche c'est pas vraiment ça, c'est plutôt la coopérative nationale. On est d'abord on est à Paris, on est sur des fonctions qui sont très très tertiaires, on est sur une population de 70% de cadres, plutôt jeunes, aux alentours de 30-35 ans. Donc on n'a pas tout à fait non plus la même configuration que les gens qui travaillent en région, qui travaillent en magasin, où là on a vraiment des niveaux d'ancienneté qui sont beaucoup plus importants. Parce que les gens sont globalement, les gens qui travaillent en magasin sont très attachés à l'enseigne, sont très attachés à la marque, parfois sur plusieurs générations de collaborateurs. Et pour reprendre un peu ta question sur donc cette population dont je m'occupe, dont j'ai la responsabilité, pour entretenir cette culture, je pense qu'il y a des choses qui sont assez basiques, encore une fois, c'est-à-dire bien accueillir les gens. C'est des choses très simples,
le premier jour d'un collaborateur, c'est quelque chose d'important. Voilà. Et on est très attaché, par exemple, à faire en sorte que quelqu'un qui arrive pour son premier jour, on soit disponible pour lui. C'est des choses toutes simples, mais parfois de rappeler au manager que le premier jour d'un collaborateur, il ne va pas déjeuner tout seul. Voilà. Parce que les premiers pas dans l'entreprise, les premiers pas quelque part, ça marque. C'est avoir des parcours d'intégration qui permettent de raconter l'histoire de l'entreprise, de raconter ses valeurs, de partager les expériences. On a une enseigne qui existe depuis plus de 70 ans, donc on a un patrimoine historique, un capital à partager qui est fabuleux. Donc je pense que la culture, elle passe aussi par ça. Et puis des choses très simples, c'est qu'on a cette chance d'avoir nos adhérents toutes les semaines avec nous. Et donc toutes les semaines, on a ces histoires-là, ces histoires de magasins, ces histoires de parfois familiales sur plusieurs générations, ces histoires d'entrepreneuriat qui très clairement infusent la culture d'entreprise. On a le terrain qui vient à nous toutes les semaines, quoi. Voilà. Et donc ça, c'est extrêmement fort dans le partage. Je pense que quelque chose d'assez symptomatique de la culture d'entreprise, mais de toute culture, c'est la capacité de raconter cette culture-là. Plus on la raconte, plus on l'explique, plus on en témoigne, plus elle existe et plus les gens s'en imprègnent et la font vivre eux-mêmes. Je suis assez convaincu de ça. Surtout qu'il y a quelque chose, effectivement, en fait, ce sur quoi vous travaillez de manière assez théorique, j'ai envie de dire, ce que je comprends du coup, c'est que les adhérents venant chaque semaine, finalement, vous avez tout de suite en miroir, parce que vous avez proposé, ça a marché, ça n'a pas marché, qu'est-ce qui a marché, pourquoi. Exactement. Et tout de suite, on peut réajuster pour une prochaine. Il y a vraiment ce mouvement, ce double mouvement. Ouais. Que je trouve vraiment intéressant. Parfois, on fait un travail qui peut être un peu abstrait, enfin, on ne sait pas vraiment ce que ça va donner. Là, c'est quand même je trouve un laps de temps qui doit être relativement court malgré tout. On voit tout de suite ce sur quoi on a travaillé, les résultats. Je trouve que c'est assez c'est réjouissant. Oui, et d'ailleurs, c'est là aussi quand on a les nouveaux collaborateurs qui rentrent, je leur dis toujours, méfiez-vous quand même de deux choses. Tous les jours, on travaille tous pour des clients et des produits, pour on fasse que la rencontre d'un client et d'un produit soit la plus optimisée possible. Et c'est simple à dire, mais c'est très difficile à réaliser. Mais par contre, dans un immeuble parisien, on croise jamais de clients et on croise jamais de rayons de produits. Et donc, ça implique deux choses. Un, de continuer à fréquenter des magasins, y compris les concurrents pour voir ce qu'ils font. Et puis deux, surtout, ça qui est fabuleux, c'est d'avoir ce retour terrain toutes les semaines. Voilà. Parce que ça, c'est extrêmement concret, extrêmement pratique. D'avoir le retour terrain sur une offre commerciale, sur une proposition de service, sur une promotion, sur un aménagement, sur un assortiment. Voilà, on a tout de suite le retour. Ouais. Et ça permet de corriger très vite. Oui, moi, ça me connecte à quelque chose ça donne du sens à ce qui est fait. Et ça donne, il y a quelque chose de motivant et à la fois très concret, très pragmatique. Ouais. Ouais. La proximité, pour toi, c'est une valeur importante dans ta forme de management. D'abord, pourquoi c'est si important pour toi? Et puis surtout, comment tu arrives à maintenir cette proximité avec des collaborateurs dans une structure qui était quand même qui passe de 90 à vous êtes plus d'1 millier. Ouais. Donc, il y a quand même, j'imagine, une certaine difficulté à conserver cette proximité qui t'est chère. Comment tu t'y prends et pourquoi c'est si important pour toi aussi? Oui, alors on n'est pas passé de 90 à 1000 comme ça rapidement, mais en tout cas, effectivement, ça fait une population importante. C'est vrai que quand on commence à passer des effectifs de 300 personnes, ça devient très difficile de connaître tout le monde, même si je m'efforce d'essayer de retenir des visages et des prénoms. Je pense que cette proximité, elle passe d'abord par de l'animation. Alors, je te parlais par exemple des parcours d'intégration. Je pense que ça, c'est important d'être proche des gens dans leur début de carrière, dans leur début de fonction. Il faut vraiment les accompagner. Ensuite, il faut aussi créer des moments de partage. Je te parlais au début du podcast de cette convention qu'on a fait avec tous les collaborateurs. On fait ça 1 fois par an, réunir tout le monde.
On fait une très belle fête de fin d'année dans laquelle on réunit aussi tout le monde, etc. Donc, c'est créer aussi les rencontres, hein, les lieux. Je pense que la proximité, ça passe par des choses très simples, qui est de se côtoyer, de se rencontrer. Donc, il faut créer ces occasions-là. Avec le télétravail, on sait que justement, il faut encore être beaucoup plus attentif à ces moments de rencontre, à ces lieux de rencontre. Et ça veut dire, notamment pour la chaîne managériale, d'organiser les choses un peu différemment, de réunir les gens. Ma DRH me dit toujours que le meilleur DRH de l'entreprise, ce sont les managers eux-mêmes. Voilà. Parce que c'est eux qui sont proches des équipes, c'est eux qui les animent, c'est eux qui leur donnent envie de venir, c'est eux qui les motivent dans les missions, dans les objectifs. Donc cette proximité, en fait, c'est une chaîne, quoi. Voilà. Et qui passe beaucoup par le lien qu'une direction peut avoir avec ses managers avec ses équipes. Et ça, il faut l'entretenir, il faut créer les moments de rencontre, les moments de partage. Et je crois aussi que c'est important de régulièrement donner aux gens la vision, la mission, les objectifs, pour qu'ils sachent quelles sont vraiment les orientations et ce vers quoi on les attend. Voilà. Et je trouve que c'est ça la facteur clé de succès un peu d'une organisation, c'est quand il y a un projet collectif qui rejoint des ambitions individuelles. Quand on arrive à faire ça, on crée de belles dynamiques, quoi. Avec le télétravail, justement, comment tu fais? Est-ce qu'il y a des consignes, par exemple, pour le management, sur les équipes, il faut les réunir à minima X fois tous les... est-ce qu'il y a des consignes ou est-ce que chacun est libre? Est-ce que... Ouais, alors télétravail, ça a été le grand sujet de l'après-Covid. Et je dois dire qu'on a beaucoup débattu, justement, parce qu'on voulait mettre en place le télétravail. Ça avait fonctionné, et puis c'était rentré dans la façon d'appréhender le travail. Et alors, c'était des débats assez intéressants avec les managers et puis aussi avec les représentants du personnel, parce que chacun essayait de trouver la bonne formule avec des règles. Alors, on rentrait dans les règles, c'est-à-dire les règles, c'était par exemple pas de télétravail le vendredi, ou pas de télétravail accolé à des jours de congé, ou est-ce qu'il fallait faire 1 jour ou 2 jours, ou bon, voilà. Et puis à un moment donné, je me suis dit que finalement, à mettre des règles, on allait passer notre temps à faire des dérogations aux règles. Et donc, très vite, on a mis en place le télétravail jusqu'à 2 jours par semaine. Mais surtout, moi, mon point, c'est que ces 2 jours de télétravail, c'est ni un droit ni une obligation, c'est quelque chose qui se discute avec les managers. Voilà. Chaque manager, il est libre de s'organiser comme il veut. Si dans son métier, dans son rythme de travail, dans sa saisonnalité de travail, il peut faire 2 jours de télétravail ou proposer 2 jours de télétravail à ses collaborateurs par semaine, il le fait. Peut-être qu'il peut le faire à certaines périodes de l'année, peut-être qu'il ne peut pas le faire à d'autres. Peut-être que certains managers ne sont pas à l'aise avec ça et donc ils ne vont pas le faire. D'autres vont avoir des rituels en disant systématiquement on se retrouve tous ensemble, etc. Et en fait, après une petite période un petit peu de surprise de la part des managers parce qu'ils avaient la liberté de s'organiser comme ils voulaient, je crois que chacun a trouvé son rythme. Alors évidemment, c'est pas parfait. Il y a forcément des choses qui fonctionnent pas, mais je dirais que globalement, moi je trouve que au final, la meilleure formule, c'est de faire confiance aux managers et de leur laisser la main pour s'organiser en fonction de leurs contraintes et en fonction de leurs équipes. Voilà. Certaine liberté d'action. Une liberté, en tout cas une confiance, qui s'organise. Vous interrogez les collaborateurs, c'est à ça que ça me fait penser du coup, parce que vous interrogez régulièrement les collaborateurs justement pour savoir ce qu'ils en pensent de tout ça, en tout cas comment ils se sentent. Pas de façon, je dirais, organisée sous forme de questionnaire, etc. Mais, alors moi j'ai mes propres petits indicateurs, mais j'en entends en fait très peu parler du télétravail. Voilà. J'entends très peu les managers s'en plaindre. J'entends très peu les collaborateurs s'en plaindre également. J'entends non plus les adhérents qui viennent travailler avec nous s'en plaindre.
Et surtout, j'observe que le travail continue à se faire, que les objectifs sont remplis, etc. Donc, je me dis que finalement, les choses se sont régulées et que chacun a trouvé son équilibre, a trouvé son rythme. Donc, c'est ça, les petits indicateurs, c'est ça pour toi? Oui, c'est les signaux faibles, quoi. Ouais. C'est ce qu'on entend ou c'est ce qu'on n'entend pas. Même les partenaires sociaux, tu le saurais par les partenaires sociaux. Les représentants du personnel, quelque chose, il y a un sujet, tu le saurais. Donc, ça marche. Toi aussi, tu accordes une grande importance à l'équité. Ouais. C'est ce que tu m'as dit. Du coup, comment on fait quand on a plus de 1000 personnes pour s'assurer que chaque collaborateur est évalué de manière juste, sans biais, pour que tout le monde soit traité à peu près de la même manière, dans le même respect, j'ai envie de dire, quel que soit son poste, son niveau de responsabilité. Ça m'a paru c'est incroyable. Alors l'équité, je dis pas qu'on y arrive forcément. Hein. C'est le cap. En tout cas, moi, c'est un peu ma vision toujours des choses. C'est-à-dire que d'essayer toujours de faire en sorte, en matière de ressources humaines, en matière sociale, de m'assurer qu'on est dans l'équité. Tu sais, chez Leclerc, on a, chez les adhérents Leclerc, dans leurs engagements, notamment dans leurs engagements en tant que chef d'entreprise de l'enseigne Leclerc, ils ont des engagements qui sont très forts sur le plan social. L'enseigne Leclerc, Édouard Leclerc a été le premier à instaurer, par exemple, le partage des bénéfices, la participation des salariés aujourd'hui, qui est quelque chose d'extrêmement répandu dans les entreprises. Nous, ça fait très longtemps qu'on le pratique. Donc, c'est l'idée derrière tout ça, c'est de se dire qu'il y a un partage de la valeur avec les collaborateurs. Donc, un souci aussi d'équité, en tout cas le souci social. Et cette équité, pour moi, c'est toujours un peu je te parlais d'une boussole, c'est un peu toujours ma boussole. Et pour assurer de ça, je pense qu'il faut des choses. D'abord, il faut des process qui soient clairs, que les gens sachent comment ils sont évalués, quand est-ce qu'ils sont évalués, par qui, pourquoi ils le sont, quels sont leurs objectifs, qu'est-ce qu'on attend d'eux, qu'est-ce qu'attend leur responsable. On passe, nous, beaucoup de temps, par exemple, à faire des revues d'équipe, à avoir des regards croisés entre le manager, les RH, moi, avoir un service RH. J'ai un super service RH avec des collaboratrices et des collaborateurs qui connaissent très bien les gens, qui les ont recrutés, qui les suivent, qui savent qui ils sont, ce qu'ils ont fait. Et donc, tout ce temps qu'on passe, moi j'aime beaucoup passer du temps avec les managers dans les revues d'équipe où ils m'expliquent pourquoi ils ont évalué les gens de telle manière, qu'est-ce qu'ils leur demandent, quels sont les objectifs. Ça les oblige eux aussi à rentrer dans à porter le plus d'attention possible à ce travail d'évaluation. Et je pense que tout ça, c'est une garantie qu'on donne aux gens quand ils savent que c'est mené comme ça, que finalement ils sont traités avec le plus d'égards possible. Et c'est ce qui, je pense, nous donne un peu la garantie d'une certaine équité. Voilà. Même si, une fois de plus, c'est difficile de se dire qu'on est parfait dans le domaine. Bien sûr. Voilà. Il n'y a pas perfection n'est pas de ce monde. Mais toi, comment tu fais, par exemple, dans ce genre de revue? Je challenge beaucoup les managers. Alors, il se trouve que je connais quand même beaucoup de collaborateurs, que je connais quand même bien les métiers qu'ils font. Et donc, je challenge beaucoup sur l'évaluation, sur la façon, les arguments qui sont développés, dans les deux sens d'ailleurs, dans des évaluations qui peuvent être parfois très axées sur les points d'amélioration, d'autres au contraire très élogieux sur des résultats qui sont obtenus, etc. J'essaie toujours de challenger ça, avec l'aide des ressources humaines qui sont aussi un regard important, parce que le manager n'est pas le seul, je dirais, évaluateur des collaborateurs. C'est aussi des collaborateurs qui sont exposés dans l'entreprise, qui font des choses. Et donc, tout ce temps qu'on passe, j'aime à croire que ça met un peu de tension dans le système pour se dire, tiens, l'évaluation des gens, c'est quelque chose d'important. Voilà. D'ailleurs, toi, tu as évolué dans l'entreprise. Par rapport au poste que tu occupes aujourd'hui, puisque tu es arrivé comme DAF, directeur administratif et financier pour eux. Justement, c'est quoi les parcours possibles? Alors toi, il y en a une partie que tu as fait par toi-même, mais sinon, dans votre organisation, c'est quoi les parcours de formation, d'évolution
parce que ça fait quand même partie intégrante de l'expérience collaborateur. Donc, et toi, je sais quand même que le développement des compétences, pour toi, c'est important. Comment ça se passe quand on veut évoluer ? C'est un super sujet parce que, tu vois, dans le mouvement Leclerc, aussi un des points importants dans les valeurs de l'enseigne, je te parlais d'entrepreneuriat notamment, c'est cette idée que tu peux commencer dans un magasin à travailler chef de rayon, directeur de magasin et devenir adhérent. Hein. Donc cette idée de faire un parcours en partant, je dirais, un peu en bas de l'échelle et en devenant chef d'entreprise, c'est quelque chose qui est très imprégné dans notre culture d'entreprise. Et c'est quelque chose qui se fait encore aujourd'hui. Toi, tu as des exemples ? J'ai des exemples, oui, absolument. J'ai des exemples de collaborateurs qui sont devenus chefs d'entreprise. Voilà. Donc, ça veut dire qu'ils ont un magasin. Qui ont un magasin aujourd'hui, qui sont chefs d'entreprise, qui ont 300, 350 salariés, qui ont des investissements, qui ont des responsabilités locales, etc. Donc, et d'ailleurs, je vais te dire, c'est quand on regarde en France quels sont les secteurs d'activité qui permettent encore ça, il n'y en a pas beaucoup. La distribution fait partie de ces secteurs d'activité où tu peux encore commencer un peu en bas de l'échelle et puis avoir une progression sociale, une progression de carrière qui te permettent de faire ça. Et moi, je suis très attaché à ça. Et donc, dans les fonctions, on va dire, entre guillemets, de siège, on essaie de reproduire ça. Alors, c'est pas toujours simple à faire, notamment ce sujet de la mobilité, par exemple. Je sais que c'est un sujet pour lequel on a longtemps un petit peu tâtonné pour trouver le bon mode. Parce que la mobilité, c'était toujours pareil, tout le monde était pour. Mais dès qu'un responsable devait promouvoir entre guillemets, son collaborateur le plus performant, il était toujours réticent à le lâcher parce que c'était jamais le bon moment, parce qu'il fallait que je comprenne des tas de choses sur des tas de choses qu'il y avait à faire, etc. Ou au contraire, quand il avait un collaborateur dont il était moins satisfait de sa performance, il était très pressé de pouvoir le promouvoir auprès d'autres, etc. Donc en fait, tout le monde est toujours d'accord sur la mobilité, tout le monde trouve toujours ça formidable, mais quand on la met en place, on est confronté à des sujets bien plus concrets, bien plus pragmatiques. Et là aussi, pour des raisons, je pense, pour des soucis d'équité et d'efficacité, après avoir testé pas mal de formules, on en est arrivé à ouvrir les choses en fait, et à publier tous les postes qui sont ouverts dans l'entreprise et à laisser la capacité à chaque collaborateur de postuler. Alors postuler avec des règles, je dirais, entre guillemets, un peu plus que de courtoisie, mais de savoir-vivre avec son responsable. C'est simplement de dire à son responsable, ce poste m'intéresse, je postule. C'est pas une promesse de réussite. Les postes sont ouverts en interne, c'est aussi ouvert en externe, donc on candidate. Mais au moins, ça donne de la transparence. Et ça permet aussi aux collaborateurs de voir qu'il y a de la mobilité. Parce qu'il y a un sujet aussi, et la formation, c'est aussi un petit peu le même sujet, c'est la communication autour de tout ça. C'est-à-dire que ça peut exister, mais si on ne dit pas que ça existe, ça n'existe pas. Bien sûr. Voilà. Et ce dont je m'aperçois, c'est qu'en fait, en ayant cette approche sur la mobilité qui est beaucoup plus ouverte, beaucoup plus transparente, il n'y a plus tellement de sujets mais il n'y a pas de mobilité dans l'entreprise, parce que c'est souvent ce qu'on entendait. Et puis surtout, ça nous permet de pourvoir à peu près 30% des postes ouverts en mobilité interne, ce qui est pour moi un assez bon score, et de permettre justement à des gens de changer parfois de fonction, de changer de poste, de changer de métier. Une fois de plus, parce qu'on a cette culture qui, en tout cas, on essaie de faire en sorte de ne pas laisser les gens dans des cases ou dans des compartiments de jeu et leur permettre justement de s'ouvrir, voilà, dès lors qu'ils le veulent. Il y a 2 questions qui ont émergé. Qu'est-ce qui fait la différence entre un collaborateur qui va dans un magasin, qui va rester un collaborateur, qui va peut-être avoir un parcours quand même au sein de ce magasin, et un collaborateur qui va devenir chef d'entreprise? Qu'est-ce qui fait la différence? La différence, si on parle plus du parcours pour devenir adhérent Leclerc,
d'abord, il y a quelque chose qui est important, c'est justement, on parle de parcours. C'est-à-dire que nous, on recrute pas, tu verras jamais une annonce dans un journal, recrutons chef d'entreprise Leclerc, quoi. Ça n'existe pas. Parce que, une fois de plus, c'est un parcours. Donc, il faut travailler en magasin, il faut montrer ses qualités, il faut acquérir des expériences dans différents compartiments de la distribution. La distribution, c'est beaucoup de métiers différents. Nous, souvent, en tant que client, on n'en voit que l'exécution finale, mais derrière tout ça, pour amener un produit en rayon, le proposer, il y a beaucoup de métiers qui doivent rentrer en ligne de compte. Donc, c'est tout un parcours. C'est aussi beaucoup des rencontres, c'est-à-dire que il faut être volontaire pour pouvoir devenir adhérent, mais c'est aussi rencontrer d'autres adhérents qui te font confiance, qui te confient des responsabilités, qui te mettent un peu à l'épreuve, qui te forment. Et puis ensuite, on a ce qu'on appelle quelque chose qui se rapproche beaucoup du compagnonnage, c'est-à-dire d'autres adhérents vont se porter garant professionnellement pour que tu puisses justement postuler à devenir adhérent et à acquérir un magasin et à exploiter un magasin. Voilà. Parce qu'on considère que tu as fait tout un parcours, que tu es un bon professionnel. Et surtout, on va être très attaché aux valeurs partagées. L'enseigne Leclerc, il y a des valeurs qui sont fortes. Comme je te le disais, celle du consumérisme, de la défense du pouvoir d'achat, celle de l'accessibilité, celle aussi d'avoir un rôle social dans son territoire. On est très ancré dans le monde, en province, dans les petites villes, dans les grandes villes, etc. Et donc, chaque chef d'entreprise Leclerc est aussi un acteur économique, un acteur social, c'est un employeur, c'est quelqu'un qui investit aussi dans son territoire, qui investit dans sa ville, qui investit dans le milieu associatif. Et donc, c'est ce rôle aussi, je dirais, d'utilité sociale, cette capacité à vouloir le faire, cette envie de le faire, qui fait que tu vas pouvoir devenir adhérent Leclerc et remplir ce rôle. La deuxième question qui avait émergé, c'était aussi par rapport à la formation. Est-ce que par exemple, c'est vous c'est les managers, c'est le management qui propose certaines formations et pourquoi, j'ai envie de dire. Et est-ce que un collaborateur qui aurait envie d'évoluer, est-ce que lui aussi, il peut dire moi, j'aurais envie de faire une formation de je ne sais, parce qu'à terme, j'aimerais faire ça et je pense que c'est le bon moyen. Comment se passent un peu les parcours, justement? Alors, sur la formation, moi, j'ai une vision des choses parce que d'abord, je pense que c'est important de dire aux collaborateurs que la formation, c'est pas une récompense dans l'entreprise. Je pense que c'est important de dire les choses. La formation, elle s'inscrit dans une logique, pour moi, qui est la logique de la vision de l'entreprise, des objectifs de l'entreprise. Voilà. On expose les objectifs de l'entreprise, on a une mission, on a une vision, on a des plans. Et donc, la formation, elle vient soutenir ça. Voilà. Et donc, les formations en tant que telles, elles sont proposées aux collaborateurs pour nourrir ces objectifs. Je pense que c'est important de le dire parce que souvent, j'entends parfois, de moins en moins, mais cet item de la formation, un petit peu comme la récompense, il a envie de faire ça, il a très bien travaillé, etc. Il faut lui donner cette formation, etc. Je ne partage pas tellement cette vision-là. Donc, il faut vraiment que ce soit en accord avec les objectifs de l'entreprise. Et puis ensuite, effectivement, il faut aller vers les collaborateurs pour leur proposer des formations. La formation, c'est quand même ce qui fait le capital de compétences de demain. Donc, c'est important pour l'entreprise, non seulement pour le collaborateur dans son évolution professionnelle, dans sa carrière. Je peux le comprendre et c'est très bien, mais c'est aussi important côté entreprise parce que, une fois de plus, c'est le capital humain, c'est le capital de compétences pour demain. Tu vois, je te parlais d'une convention qu'on a fait avec l'ensemble des collaborateurs. On a fait cette convention sur toutes les nouvelles technologies. Les technologies 4.0, les outils digitaux intelligents, etc. Et donc, au niveau RH, lors de cette convention, on a présenté un plan de formation qu'on a baptisé Tech Care, tu vois, avec différents modules. Mais l'idée, c'est évidemment d'amener tout le monde sur un niveau de formation sur ces nouvelles technologies,
un qui va permettre aux collaborateurs de compléter ses compétences, mais surtout, moi qui vont directement m'intéresser pour améliorer ma compétitivité, pour améliorer la performance de ce que j'ai à délivrer, etc. Voilà. Donc je pense qu'il faut vraiment bien expliquer ce qu'on attend de la formation dans l'entreprise et quel est son rôle. Oui, parce que en tout cas, la responsabilité de l'employeur, c'est quand même de conserver une certaine employabilité Tout à fait. Des collaborateurs, qu'ils restent ou pas. Mais en tout cas, le monde du travail évolue, la technologie notamment. Donc, que le collaborateur reste, pour le bien de l'entreprise d'ailleurs, hein, reste à un bon niveau et puisse s'adapter au métier de demain ou au travail de demain, c'est une responsabilité forte de l'employeur. C'est une responsabilité première. Hein. Le premier capital de l'entreprise, c'est les femmes et les hommes qui travaillent, qui le composent. Hein. Donc, tout comme le parallèle est peut-être pas très heureux, mais tout comme on prend soin d'entretenir des bâtiments, de faire des beaux magasins, de faire des beaux assortiments, de bien présenter les produits, d'avoir des gens qui sont formés, qui sont à l'aise dans leur métier, qui sont à l'aise dans leurs compétences. Ça contribue à la performance globale. En termes de responsabilité RSE, responsabilité sociale des entreprises, c'est un axe, j'imagine, que vous avez aussi dans vos activités. Tu as quelques exemples d'actions que vous menez? La RSE, c'est vrai, pour nous, c'est un sujet, là aussi, dans la culture Leclerc. Les engagements en termes de responsabilité sociale, environnementale, c'est quelque chose de très fort et d'historique. Hein. Juste pour te redonner des exemples, mais on a été les premiers à supprimer les sacs plastiques dans la distribution. Bon, ça remonte un petit peu, mais aujourd'hui, on voit beaucoup de sacs en toile de jute, etc. Mais c'est nous qui, les premiers, avons instauré ça parce que ça fait partie des engagements. D'ailleurs, en matière de RSE, c'est pas que des déclarations, c'est aussi beaucoup des actes. Hein. On parle aujourd'hui beaucoup d'entreprises à mission. Oui. Chez Leclerc, cette mission d'utilité sociale, on l'a depuis le premier jour. Hein, depuis Édouard Leclerc à Landerneau. Son objectif, c'est d'être utile. Hein, c'est pas de monter un business. Donc, on a beaucoup d'événements comme ça. Je peux même t'en citer un qui a lieu aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la journée nationale des banques alimentaires. Donc, dans tous les magasins de France, les banques alimentaires sont derrière les lignes de caisse et les clients qui souhaitent faire des dons alimentaires peuvent le faire. Très concrètement, aujourd'hui, au GALEC, donc au siège, il y a quelques semaines, on a proposé sur la base du volontariat aux collaborateurs qui le souhaitent d'aller en magasin pour pouvoir participer à cette journée de solidarité. Voilà. Donc aujourd'hui, je sais qu'on a une 60aine de collaborateurs qui sont dans des magasins Leclerc et qui aident les banques alimentaires à récolter des produits. Moi, j'aime bien cette idée de démontrer par les actes ce qu'on raconte. Parfois, c'est des petites choses, mais tous les ans, par exemple, l'enseigne Leclerc organise ce qu'on appelle une opération Nettoyons la nature. Donc, on propose notamment aux écoles, mais pas qu'aux écoles, pendant une journée, d'aller nettoyer une plage, un parc, une forêt. Là aussi, au siège, sur la base du volontariat, parce que rien n'est obligatoire, mais on propose aux gens d'aller participer à cette journée Nettoyons la nature. Voilà. Donc, on est très emprunt et très engagé sur ces enjeux environnementaux, sur des petites choses, comme je viens de te le dire, et sur des enjeux plus importants, comme des enjeux de décarbonation, sur notre empreinte carbone, sur notre transition énergétique, voilà. On a beaucoup d'actions, une fois de plus, qui sont tournées vers l'utilité sociale. On arrive doucement vers la fin du podcast. On a ce deuxième rituel de savoir un peu qui tu aimerais entendre dans un futur épisode de Résonance qui viendrait prendre ta place. Alors, j'ai une personne qui s'appelle Céline Chouin, qui est partenaire dans le cabinet KEA Consulting. Et je trouve que ce sera intéressant de l'écouter parce que Céline, avec qui j'ai pas mal travaillé sur différentes missions, a cette particularité d'avoir beaucoup de clients
et donc d'avoir une vision justement de différentes cultures d'entreprise, de différentes approches managériales. Et on a parfois des discussions sur ces sujets-là, et j'aime beaucoup d'ailleurs avoir aussi des regards extérieurs, hein, parce que c'est toujours intéressant de savoir ce qui se passe ailleurs. Et puis elle est aussi confrontée en tant que manager dans son cabinet de consulting à des profils, à des problématiques managériales. Je pense que ce sera intéressant qu'elle vienne témoigner chez toi. Super. Voilà. Merci beaucoup. Merci Sébastien d'être beaucoup, venu Sarah. au podcast. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt dans un futur épisode de Résonance.